Quand on regarde une carte, ces lignes qui séparent les pays, elles ont l'air d'avoir toujours été là, non? Comme si c'était naturel. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est une invention étonnamment récente. Alors accrochez-vous bien parce qu'on va plonger dans l'histoire un peu folle de leur création. La réponse est simple et directe. Non, absolument pas. Alors, la vraie question, c'est comment est-on passé d'un monde sans lignes à ce quadrillage qu'on connaît aujourd'hui? Il faut bien se rendre compte que pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, le monde n'était pas du tout perçu avec des lignes bien nettes. Les cartes, elles, étaient surtout symboliques. Prenez celle-ci, par exemple. Ce n'est pas une carte géographique, c'est une vision théologique, spirituelle de l'espace, avec Jérusalem en plein centre. Le pouvoir, l'identité, l'endroit où on vivait, tout ça c'était défini par la foi, par des croyances, pas par des traits sur un parchemin. Essayons de nous projeter un instant. Avant le XVIe siècle, le concept même de frontière linéaire, d'une ligne précise, ça n'existait tout simplement pas. Ni dans la tête des rois, ni dans celle des gens. C'était un tout autre monde. Et c'est là qu'on voit à quel point le changement était radical. On est passé de zones de transition complètement floues, poreuses, on parlait de marges, de confins, c'était des espaces tampons en quelque sorte. Et on est arrivé à des lignes nettes, précises, qui définissent au millimètre près où commence et où s'arrête le pouvoir d'un État. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce basculement n'est pas un hasard. L'invention de la frontière moderne, c'est en fait le résultat de deux grandes révolutions qui se sont produites en même temps et qui ont complètement redessiné la carte du monde. On peut résumer ça à deux ingrédients principaux, deux choses qui ont tout changé. D'un côté, il fallait avoir la capacité technique de dessiner des lignes précises sur une carte, et de l'autre, il fallait la volonté politique de dire « cette ligne est réelle et on va la faire respecter ». La première étape, c'est donc une révolution technique, technologique même. Grâce à des innovations comme la triangulation, on a pu pour la première fois mesurer le territoire avec une précision incroyable. Et avec l'imprimerie, on a pu diffuser ces nouvelles cartes partout, très vite. D'un coup, le territoire n'était plus un concept abstrait, mais une réalité qu'on pouvait voir, toucher, mesurer. Et puis arrive la révolution politique. On est en 1648, l'Europe sort d'une guerre absolument dévastatrice, la guerre de 30 ans. Les souverains se réunissent et signent les traités de Westphalie. Et là, c'est un tournant fondamental. Ils se mettent d'accord sur un principe simple. Chacun est maître chez soi, dans son territoire. Et comment on définit ce territoire? Eh bien, avec des lignes sur une carte. C'est l'acte de naissance de l'idée que chaque État est lié à un territoire et que ce territoire est défini par une frontière. Bien sûr, cette nouvelle invention européenne ne va pas rester sagement en Europe. Au contraire, elle va être exportée et très souvent imposée au reste du monde. Et le véhicule principal de cette exportation, ça a été la colonisation. Et l'histoire est assez parlante. Ça commence très tôt, avec le traité de Tordesillas qui partage littéralement le monde en deux d'un seul trait de plume. Et ça continue jusqu'à la conférence de Berlin, où les puissances européennes se partagent l'Afrique à la règle en traçant des lignes parfaitement droites qui ne tiennent absolument pas compte des peuples, des cultures ou même du relief. Et le plus fou, c'est que même après les indépendances, ces frontières, pourtant artificielles et sources de conflits, ont été gardées telles quelles au nom de la stabilité. Et logiquement, cette multiplication des frontières a mené à une explosion du nombre d'États. Juste après la Seconde Guerre mondiale, on comptait environ 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, on en a près de 200. C'est l'héritage direct de la décolonisation et de l'effondrement d'empires comme l'URSS. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, que la Terre est maintenant entièrement quadrillée. Mais non. Très récemment, ce même concept de territoire et de frontières a été appliqué à l'un des derniers grands espaces communs de l'humanité, les océans. Pendant des siècles, l'idée qui dominait, c'était celle de la mer libre, la mare liberum, théorisée par Hugo Grotius. L'océan était un bien commun, un espace ouvert à tous, qui n'appartenait à personne. La seule petite exception, c'était une bande très, très fine, le long des côtes, qu'on appelait la mer territoriale. Traditionnellement, elle faisait 3000 marins. Pas plus. Mais tout ça va voler en éclats en 1982, avec la Convention de Montego Bay. D'un coup, la mer territoriale, là où un État est pleinement souverain, passe de 3 à 12 000 marins. C'est déjà une sacrée expansion du contrôle des États sur la mer. Mais attendez, ce n'est rien du tout comparé à ce qui va suivre. Le vrai bond de géant, le voilà. La Convention a aussi créé une toute nouvelle zone qui, elle, s'étend jusqu'à 200 000 marins des côtes. C'est juste énorme. Et cette zone, on l'appelle la zone économique exclusive, la fameuse ZEE. C'est ça la grande innovation de Montego Bay. Attention, ce n'est pas un territoire souverain comme la terre ferme, mais c'est un espace où l'État côtier a des droits exclusifs sur toutes les ressources. La pêche, le pétrole, le gaz, tout. En fait, c'est une véritable appropriation des océans. Un espace qu'on pensait commun est désormais quadrillé par des zones d'influence économique.
Tout ce parcours nous amène à une idée centrale, vraiment le point essentiel à retenir de toute cette histoire. Les cartes et les frontières, ce ne sont pas des objets neutres, des photos de la réalité. Ce sont des outils d'une puissance incroyable, des outils qui façonnent le monde. On a souvent tendance à penser qu'une carte, c'est une simple image du monde, une représentation fidèle et objective de l'espace. Mais c'est tellement plus que ça. En réalité, elles sont performatives. Le simple fait de tracer une ligne sur une carte, que ce soit pour le traité de Tordesillas ou à la conférence de Berlin, produit des effets politiques, sociaux et économiques bien réels sur le terrain. Les cartes ne font pas que décrire le monde, elles participent activement à sa construction. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Dans un monde en plein bouleversement, où le changement climatique redessine les littoraux, où on commence à explorer sérieusement l'espace et où le cyberespace n'a par définition pas de géographie, où et comment les prochaines lignes, les prochaines frontières seront-elles dessinées?